Chers collègues, bonjour. Donc tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence. Nous allons voir aujourd'hui les anémies A régénératives. Donc c'est une infection hématologique très fréquente. J'aimerais bien à la fin de ma présentation que vous arriviez à poser un diagnostic d'une anémie A régénérative, de justifier les examens complémentaires nécessaires et enfin de prendre en charge des patients avec des anémies carentielles. Maintenant, pour la définition d'une anémie régénérative, elle est simple. Premièrement, par la diminution du taux de l'hémoglobine et par un taux de réticulocytes en valeur absolue inférieure à 120 000. Maintenant, il existe de fausses anémies. À titre d'exemple, par hémodilution en cas de grossesse à partir du deuxième trimestre, en cas de splénomégalie volumineuse par séquestration splénique des globules rouges, et enfin en cas de présence d'immunoglobulines monoclonales telles que vues dans la maladie de Waldenström. Maintenant, les signes cliniques de l'anémie dépendent de plusieurs paramètres. Premièrement, du degré et de la sévérité de l'anémie, des modalités d'installation, une anémie aiguë est mal tolérée par rapport à une anémie chronique, de l'âge, mais surtout de l'état vasculaire qui conditionne certains mécanismes d'adaptation de cette situation anémique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant une anémie? Il faut pratiquer un interrogatoire très minutieux. À titre d'exemple, chez les femmes, il faut demander le nombre de grossesses, l'âge des enfants, le volume et la durée du cycle menstruel, les habitudes alimentaires, la notion d'alcoolisme, de diarrhée chronique ou d'hémorroïdes saignants. Il faut demander la couleur des urines qui peut être rouge en rapport avec une hématurie. Maintenant, les principales causes des anémies A régénératives, ce sont des anémies carentielles. Nous allons voir au premier lieu l'anémie fériprive et par la suite nous allons voir les anémies mégaloblastiques. En ce qui concerne l'anémie fériprive, elle est définie par la diminution du fer disponible à l'hémoglobinosynthèse, c'est-à-dire à la synthèse de l'hémoglobine à l'intérieur de la moelle osseuse. Ceci est en rapport avec un épuisement des réserves au niveau du foie. Donc, en ce qui concerne les sources alimentaires du fer, il faut savoir qu'il existe en deux formes. Une forme non héminique ou fer trivalent, Fe+3, essentiellement retrouvée dans les légumes, et une autre forme qu'on appelle la forme héminique ou fer bivalent, Fe+2, qui est mieux absorbée, essentiellement retrouvée dans les protéines animales. Maintenant, sur le plan physiopathologique, il y a un équilibre entre les apports et les sorties du fer. Et le cycle du fer est un circuit fermé, c'est-à-dire le fer il est absorbé au niveau du duodénum, il est transporté au niveau du plasma à l'aide d'une protéine qu'on appelle la transférine, il est stocké au niveau du foie sous forme de ferritine ou utilisé au niveau de la moelle osseuse pour la synthèse de l'hémoglobine. Il existe un autre phénomène qu'on appelle une hémolyse physiologique. Après 120 jours, ces globules rouges vont s'éclater, ils vont libérer le fer qui sera stocké sous forme de ferritine au niveau des macrophages et qui peut être utilisé par la suite pour l'hématopoïèse. Maintenant, quelles sont les conséquences en cas de déséquilibre entre les apports et les pertes? En cas par exemple de saignement, il y aura une perte de fer et une diminution des réserves et l'installation d'une anémie par carence partielle. Les conséquences sur l'érythropoïèse sont la diminution de la synthèse de l'hémoglobine, l'installation d'une hypochromie avec des globules rouges qui sont pâles, l'augmentation du nombre de mitoses. Chaque globule rouge va se diviser plusieurs divisions pour donner des globules rouges de petite taille qui est responsable de la microcytose. Et enfin, l'installation d'une anémie microcytaire hypochrome avec une ferritine qui est basse. Maintenant,
Pour le diagnostic positif, il est facile. Il est suspecté devant des signes d'anémie, d'installation progressive, une asthénie par exemple, des signes en rapport avec une dyspnée d'effort, des palpitations, des céphalées, vertiges, bourdonnement d'oreilles et parfois même on pourra retrouver un souffle systolique. Il y a d'autres signes en rapport avec la carence en fer, ce sont les signes de sidéropénie, en particulier cutanée avec une peau et des lèvres sèches, parfois une petite commissure au niveau des extrémités des lèvres qu'on va l'appeler perlèche. Maintenant, les phanères sont surtout touchés par donc, les cheveux qui sont secs et cassants, des ongles fragiles et déformés, aplatis, en petites cuillères qu'on va l'appeler Kwanonichi. Les patients avec une carence martiale peuvent présenter des signes digestifs en rapport avec une atrophie de la muqueuse œsophagienne, une gastrite atrophique et même parfois on pourra avoir une atrophie de la muqueuse génitale. Maintenant, comment elle va se manifester, l'anémie fériprive. Donc le premier examen à demander c'est l'hémogramme avec une anémie, avec un taux d'hémoglobine qui est bas. Cette anémie, elle est hypochrome, avec un taux de CCMH inférieur à 32%, microcytaire, arégénératif d'origine centrale, avec un taux de réticulocytes inférieur à 120 000. Parfois, on pourra trouver une leuconeutropénie et une hyperleucocytose modérée. Le frottis sanguin va confirmer les données de la NFS avec une anisocytose et une poikilocytose, c'est-à-dire différentes tailles et différentes formes de globules rouges. Il va confirmer la microcytose, mais parfois on pourra trouver une double population microcytaire et macrocytaire en rapport avec une carence mixte fer et folate ou fer et vitamine B12. Maintenant, pour confirmer le diagnostic, il faut demander un bilan martial. Donc le fer sérique sera diminué, la capacité totale de fixation de sidérophiline augmentée, le coefficient de saturation diminué, mais pour confirmer le diagnostic, il faut demander un dosage de ferritine, qui est le diagnostic de certitude qui sera diminué. À défaut de non-disponibilité du bilan martial, on pourra pratiquer un test thérapeutique, c'est-à-dire on va donner des comprimés de fumarate ferreux aux patients à dose thérapeutique et on refait une numération et un taux de réticulocytes à J14 du traitement. En cas de carence martiale, on va trouver une crise réticulocytaire, c'est-à-dire une augmentation rapide du taux de réticulocytes en rapport avec une régénération rapide de la moelle osseuse vu que le fer est disponible. Maintenant, l'anémie fériprive pose un diagnostic différentiel essentiellement avec les anémies inflammatoires où il y a un problème de disponibilité du fer avec un stockage accru au niveau des macrophages médulaires en rapport avec une inflammation. Mais cette anémie, elle est microcytaire hypochrome avec un taux de ferritinémie par contre qui est élevé. Donc le diagnostic se fait avec les syndromes inflammatoires et les thalassémies mineures. Ces deux situations, la ferritinémie est élevée ou normale. Par contre, en cas de carence en fer, la ferritinémie est effondrée. Maintenant, quelles sont les causes de la carence? Elles sont en rapport soit avec une augmentation des pertes, telles que en cas de saignement, soit une diminution de l'absorption, tels que les patients avec une maladie cœliaque, ou une diminution des apports, tels que les patients avec un niveau socio-économique bas, ou une augmentation des besoins physiologiques en cas de grossesse par exemple, ou en cas de croissance. Maintenant, sur le plan thérapeutique, le but du traitement est de corriger l'anémie et restaurer les réserves par la suite, et bien sûr traiter l'étiologie.
Qu'est-ce qu'on a comme moyen? Le fumarate ferreux, Fe+2, c'est le fer héminique le mieux absorbé. À titre d'exemple, on pourra donner Fumafer, dosé à 66 mg de Fe+2, en comprimé. Chez un adulte, par exemple, on pourra donner 2 comprimés 2 fois par jour au milieu des repas. Parmi les effets secondaires majeurs, on a les nausées, les douleurs abdominales, mais surtout la constipation et des selles noirâtres. Donc le médecin, il doit aviser le patient. On pourra associer la vitamine C au début du traitement pendant 7 jours, un comprimé par jour, puis arrêt. Bien sûr, il faut traiter l'étiologie pour éviter la récurrence de la maladie. Comment on va évaluer la réponse au traitement? Par la correction du taux de l'hémoglobine après 2 mois, la restauration des réserves après 4 mois, et donc la durée du traitement, c'est 6 mois, mais toujours il y a un risque de récurrence si l'étiologie n'est pas traitée. En ce qui concerne le traitement prophylactique, il est préconisé chez la femme enceinte à partir du 3e trimestre de grossesse ou durant l'allaitement. Maintenant, on va passer aux anémies carentielles mégaloblastiques. Elles sont définies par, premièrement, la diminution du taux de l'hémoglobine et deuxièmement par indisponibilité de facteurs exogènes de l'érythropoïèse, à savoir la vitamine B12 et l'acide folique. Donc cette anémie, elle est appelée aussi anémie par carence en facteurs antipermissio. Donc quelles sont les sources? Donc les folates sont surtout retrouvés dans les légumes verts crus et fruits. L'absorption se fait au niveau du jéjunum et les réserves sont limitées pour 3 à 4 mois. En ce qui concerne la vitamine B12, les sources sont exclusivement protéines animales. L'absorption se fait au niveau de l'ilion distal, mais après action du suc gastrique à l'aide du facteur intrinsèque au niveau de l'estomac. Les réserves par contre sont très importantes. Elles sont valables pour 3 à 4 ans. Ces deux vitamines, ce sont des vitamines qui sont exogènes, indispensables à la synthèse de l'ADN, mais la vitamine B12 a une autre action sur la synthèse de gains de myéline indépendamment de la synthèse de l'ADN. C'est pour cette raison que les patients présentant une carence en vitamine B12 peuvent présenter des signes neurologiques. Maintenant, sur le plan physiopathologique, l'anémie mégaloblastique se manifeste par un VGM supérieur à 100 qui va témoigner d'un trouble de synthèse de l'ADN. Donc l'érythroblaste, il va accumuler la synthèse de l'hémoglobine vu que le fer est disponible, tandis que l'ADN n'a pas fini de se synthétiser. Donc cette situation est responsable de globules rouges de grande taille. Les conséquences sur l'hématopoïèse sont les suivantes. Premièrement, on aura une diminution des mitoses et un gigantisme cellulaire, c'est-à-dire des cellules de grande taille, et un avortement intramédullaire. Ces globules rouges de grande taille vont s'éclater à l'intérieur de la moelle osseuse lors de leur passage vers la circulation sanguine. Et on aura un bilan d'hémolyse qui est perturbé avec un taux de bilirubine qui est élevé et un fer sérique et des LDH qui sont augmentés. Et on pourra avoir une atteinte des tissus à régénération rapide. Maintenant le tableau clinique. L'installation est progressive de l'anémie. Les patients peuvent présenter un teint cireux avec un subictère, des signes digestifs et en cas de carence de la vitamine B12, on pourra avoir des signes neurologiques avec parfois un tableau pyramidal avec un signe de Babinski bilatéral et des troubles de la sensibilité profonde en rapport avec un syndrome coordonal postérieur.
Sur le plan biologique, donc l'hémogramme, c'est le premier examen à demander. Donc il va objectiver une anémie macrocytaire, normochrome, et parfois on pourra trouver une leuconeutropénie ou une thrombopénie modérée. Bien sûr avec un taux de réticulocytes inférieur à 120 000. Donc le frottis sanguin va confirmer ces données avec une anisopoïkilocytose, avec une macrocytose. Parfois on pourra trouver une double population en rapport avec une carence mixte. Donc le myélogramme va montrer une moelle riche bleue vu que le cytoplasme est très basophile des érythroblastes, mais on va trouver des érythroblastes de grande taille qui vont définir la mégaloblastose. Maintenant, pour les signes biochimiques, on a les signes d'hémolyse avec une augmentation des LDH, du fer sérique, de la bilirubine à prédominance indirecte, mais cela ne suffit pas, il faut demander des examens spécifiques pour diagnostiquer la carence. Donc on va doser la vitamine B12 et ou l'acide folinique et on va les trouver diminués. À défaut, on pourra pratiquer un test thérapeutique. Donc pour le diagnostic positif, donc il est facile, il est suspecté devant un syndrome anémique, des signes digestifs, des signes neurologiques en cas de carence en vitamine B12 et d'autres signes d'hémolyse. Le myélogramme va objectiver la présence de mégaloblastes et le diagnostic sera confirmé par le dosage vitaminique qui sera diminué et c'est le diagnostic de certitude. À défaut, on pourra pratiquer un test thérapeutique. Maintenant, l'anémie mégaloblastique pose un diagnostic différentiel essentiellement avec les anémies non carentielles ou les anémies par carence mixte. Donc en ce qui concerne les anémies non carentielles, les situations sont en cas d'hémorragie aiguë, en cas d'hypothyroïdie ou en cas de syndrome myélodysplasique. Maintenant, quelles sont les causes de la carence? Elles sont soit en rapport avec des apports insuffisants ou des besoins qui sont augmentés ou en rapport avec une diminution de l'absorption. Pour le diagnostic étiologique, en cas de carence en folate, la carence d'apport représente la cause la plus fréquente, en particulier chez les sujets à niveau socio-économique bas, en cas de grossesse, chez les vieillards et chez les nourrissons. Le défaut d'absorption représente une autre cause chez les patients avec une résection jéjunale, lieu d'absorption de la vitamine B9, ou d'autres maladies intestinales telles que la maladie cœliaque et la tuberculose. Le défaut d'utilisation est une autre cause en rapport avec l'utilisation des médicaments tels que les anticonvulsivants, le Bactrim et les contraceptifs oraux. En ce qui concerne la vitamine B12, la carence d'apport est exceptionnelle cette fois-ci. Elle se voit surtout chez les patients végétariens stricts. Par contre, la malabsorption, c'est la cause la plus fréquente. Elle peut être intestinale ou gastrique. En ce qui concerne la malabsorption intestinale, la cause la plus fréquente, c'est la maladie de Birmer. C'est une malabsorption gastrique. Elle se voit surtout chez les femmes par un déficit en facteurs intrinsèques secondaire à un mécanisme auto-humain. Donc la maladie de Birmer, elle est souvent associée à d'autres maladies auto-immunes telles que le diabète et le vitiligo. Pour confirmer le diagnostic, donc il faut faire une fibroscopie gastrique associée à une biopsie gastrique qui vont objectiver une atrophie gastrique associée à une infiltration lymphoplasmocytaire qui va témoigner l'origine auto-immune. Mais le diagnostic de certitude est fait par la présence d'anticorps anticellules pariétales et anticorps antifacteurs intrinsèques. Les autres causes de la malabsorption gastrique sont les patients avec gastrectomie totale ou partielle ou avec une gastrite chronique. En ce qui concerne la malabsorption intestinale, elle se voit chez les patients avec une résection iléale
lieu d'absorption de la vitamine B12, ou d'autres maladies intestinales telles que la maladie cœliaque ou la maladie de Crohn. Il existe d'autres causes telles que l'insuffisance pancréatique, des anomalies de transport de la vitamine B12 ou des médicaments qui inhibent le métabolisme de la vitamine B12. Maintenant, sur le plan thérapeutique, le but du traitement est premièrement corriger l'anémie, deuxièmement restaurer les réserves et enfin, il faut traiter l'étiologie si possible. Qu'est-ce qu'on a comme moyen? Premièrement, la transfusion sanguine en culoglobulaire, l'acide folinique est disponible en comprimé et en injectable et la vitamine B12 en injectable. Donc pour les indications, en cas de carence en folate, chez un adulte, on pourra donner 15 mg par jour, réparti en 3 fois, c'est-à-dire un comprimé 3 fois par jour. Chez les enfants, on pourra donner 5 à 10 mg par jour. La durée du traitement est de 2 mois, mais elle est prolongée en cas d'hémolyse chronique ou en cas de malabsorption digestive. En cas de carence en vitamine B12, on pourra donner une injection en IM, une injection par jour ou une injection un jour sur 2, jusqu'à correction de l'anémie et disparition des signes neurologiques. Mais en cas d'anémie de Birmer ou en cas de gastrectomie, ce traitement par la suite sera prolongé à vie à raison d'une injection par mois. En ce qui concerne la transfusion de culoglobulaire, elle est réservée en cas d'anémie mal tolérée, en particulier chez les sujets âgés. Et bien sûr, il faut entamer rapidement un traitement étiologique si possible. En ce qui concerne le traitement préventif, une supplémentation systématique en acide folinique est préconisée chez la femme enceinte et chez les sujets présentant une anémie hémolytique chronique. Donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sur le site de l'Université d'Oran.